immédiatement dans le zapping et aborder le tout premier point du zapping qui malheureusement est un point, je vous l'ai dit, pas du tout heureux. C'est pour évoquer le décès du patriarche Fosso Victor hier du côté de Paris. L'annonce est venue dans l'après-midi effectivement, où on a donc suivi que le patriarche Fosso Victor, à 94 ans, nous a finalement laissé. Et Amadou Mara, vous, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, camarade du patriarche Fosso Victor, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce décès? Oui, monsieur Onambele Zibi, voyez-vous, le président Paul Biya perd un collaborateur de longue date. Le patriarche Fosso Victor, c'est un grand ami au président Paul Biya et c'est un camarade du parti qui est un industriel camerounais. Voyez-vous, son décès, tout peuple camerounais est touché par la mort de ce patriarche. Pas particulièrement les militants du RDPC parce que M. Fosso appartient au peuple camerounais. Et ses œuvres parlent au-delà même de l'Afrique. Et je profite de ces plateaux pour présenter mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique et à la population de Pété Bandjoun et au peuple camerounais. Voyez-vous, M. Fosso Victor, c'est un homme sage qui a su fédérer toutes les forces vives de la région de l'Ouest, surtout pendant des périodes de crise que notre pays avait traversées. Les années de Brest de 90, M. Fosso a été un rassembleur. Et aussi, le récent grand dialogue national. Et aussi, il a participé à beaucoup de réunions stratégiques au sein de notre grand parti, l'RDPC, pour unir le peuple camerounais dans sa logique de vivre ensemble. C'est un papa très calme, très réservé, qui écoute le peuple bandjounais parce qu'il est maire de la commune de Pété Bandjoun et le peuple de Pété Bandjoun plaire un maire rassembleur, un maire qui a construit et équipé une mairie et rétrocédé cette mairie au gouvernement. C'était en présence du ministre du Développement local dernièrement. Un maire qui a construit et équipé un institut universitaire de technologie de Bandjoun, rétrocédé au gouvernement à travers les ministres de l'enseignement supérieur. Nous ne pouvons pas énumérer les œuvres du patriarche Fosso Victor. Voyez-vous, c'est un philanthrope. Il a même donné une enveloppe de 1 milliard de francs CFA pour la construction de l'église de Bandjoun. Voyez-vous, nous ne pouvons pas énumérer les œuvres du patriarche Fosso Victor. Nous demandons le Tout-Puissant d'accueillir l'âme de ce patriarche dans son noble demeure. Merci M. Amadou Mara pour ce vibrant hommage au patriarche Victor Fosso. Philippe Nanga, vous, hier à l'évocation de ce deuil, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous retenez même de l'homme Fosso Victor? Je crois qu'il a fait toute sa vie, il a fait une vie. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer physiquement. J'ai travaillé dans une de ces entreprises. Beaucoup de gens ne savent pas que acteur de la société civile, je suis, oui, mais en même temps, pendant longtemps, avant d'être plein temps à mon avenir, je suis technicien en génie mécanique. Donc, j'ai travaillé dans une des sociétés, si vous le permettez, une alors. Sans publicité. Donc, j'ai fait 15 ans, dans cette, 17 ans d'ailleurs, je pense, dans cette société. Donc, j'ai retenu beaucoup de bonnes choses de lui. D'abord, à l'époque, si je travaillais ailleurs avant, quand j'arrive là-bas, moi, je considérais comme une petite entreprise. Mais quand j'arrive à l'intérieur, je constate que c'était pas ça. C'était bien organisé et surtout, je connais qu'il avait pris l'option de confier ces entreprises à des professionnels. Quand je suis arrivé, par exemple, dans cette entreprise, c'était un Français, un expatrié qui finançait. Mais je vous dis, par exemple, les techniciens, le chef technicien Mbassa, s'il y avait 20 techniciens responsables techniques, au moins 16 n'étaient pas de l'Ouest. C'était des responsables d'autres régions, de Bexi, tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'avait un peu frappé parce que je connaissais ce qui se passait dans d'autres entreprises par ailleurs. Où il y avait vraiment la question du tribalisme, on savait que là-bas, quand vous arrivez là-bas. Mais lui, quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment étonné de voir qu'il avait donné cette place-là aux professionnels, à l'excellence, quand vous travaillez bien, et il avait donné instruction. Ça, je peux témoigner. Il avait donné instruction
qu'on ne licencie personne dans sa société sans payer ses droits, même si vous avez volé. Donc j'avais trouvé ça dans cette entreprise. On m'avait dit, sur le père Fosso qui avait dit, même si on vous a attrapé avec un carton d'allumettes, on vous licencie, mais on vous paye tous vos droits, alors que c'est une faute lourde. Donc pour moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Je peux témoigner ici que c'est une personne qui m'a beaucoup frappé. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses, son fils qui est malheureusement aujourd'hui en prison, comment il avait confié ce fils à quelqu'un pour le former. Il était vraiment quelqu'un qui aimait l'excellence. Et à ce moment-là, toutes ces entreprises fonctionnaient assez bien. Mais j'ai senti à un moment qu'il était un peu, il se mettait en retrait. Parce que j'ai aussi connu le moment où il a fait racheter la quasi-totalité de ces entreprises. Actuellement, je pense qu'il y a une seule qui existe réellement. Toutes les autres entreprises les a fait racheter, même Inalor. Donc, il les a fait racheter par d'autres opérateurs. Et j'ai commencé à sentir que là, l'homme était en train de vouloir se retirer dans le monde des affaires pour laisser peut-être à d'autres personnes. Je pense qu'il va se reposer à son âge. Quand on a eu la grâce d'arriver à cet âge-là, on doit remercier le Seigneur, n'est-ce pas, d'avoir donné le maximum de soi-même. Armand Rudolph Diallo, je n'ai pas envie de vous demander ce que vous retenez du père Fosso, mais vous posez une question. Est-ce que cette, je vous l'ai dit, cet emprisonnement de son fils l'a aussi un peu fragilisé, vous qui êtes observateur de la place publique, au-delà de l'hommage qu'on peut faire du patriarche aujourd'hui? Est-ce que c'est la situation de son fils à un moment ne l'a pas aussi affecté? Oui, cela a surtout montré que bien qu'étant milliardaire, il était aussi vulnérable, c'est-à-dire à la disposition de la justice camerounaise. Normalement, cela l'a donc véritablement un peu fragilisé, mais il n'a pas perdu sa fidélité au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et également sa fidélité au président de la République, Paul Biya. Voilà, grosso modo, c'est un grand homme d'affaires camerounais qui est décédé. Et les Philippe l'ont dit tout à l'heure, il a énormément fait pour l'économie camerounaise, mais on déplore quand même qu'il ne meurt pas chez lui à Bandung. Voilà, parce que quelqu'un qui offre 1 milliard à l'église ou la construction d'une cathédrale du côté de Bafoussam, mais qui ne peut pas investir ce même argent pour avoir peut-être une clinique de référence chez lui à Pété Bandung, vous voyez à quel niveau véritablement il y a un grand paradoxe. Voilà, il y a surtout ces paradoxes dans l'élite africaine, c'est-à-dire que on va encore dépenser beaucoup d'argent pour que son, même s'il peut avoir un jet privé, pour que sa dépouille arrive véritablement au Cameroun, parce qu'il est aussi décédé dans un contexte où le monde entier est frappé de point fouet par ce qu'on appelle le virus, le coronavirus. Voilà. Vous voyez donc que c'est un créateur de richesse. Malheureusement, il était dans un pays où le système en place absorbe beaucoup de créateurs de richesses. On a l'impression que nous sommes dans une démocratie, mais que véritablement nous sommes dans une dictature. C'est-à-dire que beaucoup de créateurs de richesses ne peuvent pas s'exprimer véritablement. Voilà. Vous voyez qu'une entreprise comme Pilcap, où il était le sans publicité. Oui, sans publicité, l'entreprise a même fermé. D'ailleurs, on a licencié des gens. Et contrairement à ce que Philippe disait tout à l'heure, ils ont manifesté. Oui. Après, ça a complètement changé. Ils ont manifesté globalement. Ils ont même bloqué, souvenez-vous, le pont sur le Vouri. Et c'est près de 6 mois après qu'on a payé une partie véritablement de leurs indemnités. Mais si vous regardez même la ville de Bandung, ce n'est pas quand même aussi trop ça. Voilà, en termes de développement, ça montre quand même qu'il y a une dichotomie entre le milliardaire et la réalité locale. Là, ce qu'on retient de Fosso, c'est qu'il a été un grand industriel camerounais, mais ça doit davantage questionner la qualité de l'élite économique qu'on a aujourd'hui et ces relations incestueuses qui est entre l'opérateur économique et un parti politique, où on a l'impression que quand on entre, on va seulement chanter les gloires pour dire qu'il était tel ami de tel. Voilà, parce que quand on regarde globalement aujourd'hui la situation camerounaise, on a personne, aucun chef d'entreprise ne peut s'émanciper sans avoir des relations incestueuses avec l'État. Vous êtes un peu taxé d'opposant, du coup ça devient problématique. Il faille qu'à un moment donné, on puisse faire le distinguo entre celui qui est opérateur économique, entre un opérateur politique, et que chacun puisse reconnaître véritablement sa place au sein d'un État. Donc somme toute, c'est un grand homme d'affaires qui décède, comme plein d'autres, des Kaji, des Fosso, les Soins, ainsi de suite. Mais
ce qu'on retient quand même de lui, c'est qu'on a dit que la majorité de ces entreprises sont complètement fermées. Il a également un fils qui est actuellement sous soins intensifs du côté du Maroc. Voilà, si j'ai bonne mémoire, cela doit davantage questionner comment est-ce que le Cameroun gère ses élites. Voilà, comme la gestion de nos élites. Qu'est-ce qu'on veut laisser qu'on veut léguer à la jeune génération? Nous sommes de la génération 90, machin, on a grandi un peu avec les mythes Fosso et les autres, là on parlait, nous on n'avait jamais, c'est quand à un moment donné que tu regardes à la télévision et puis tu vois, après tu dis que c'était le père là, parce qu'il y a les petits allégories qu'ils ne savent pas très bien parler français, ils ont beaucoup d'argent, ainsi de suite. Il faille donc que le gouvernement doit rectifier le tir pour l'aider vraiment, parce que on a vu que KG a été enterré chez lui. À un moment, on a oublié, ce n'est que sa famille qui doit continuer. Idem également pour ça. Hein. On n'a pas ce que Charles Ateba n'a appelé chez nous le Panthéon. C'est-à-dire que pour pérenniser, pour faire en sorte que ces opérateurs de la sorte, parce qu'ils sont quand même partis de rien, aider, même si on ne le dit pas beaucoup par idiot à l'époque, à être là où ils sont véritablement, là où ils sont aujourd'hui. Le gouvernement doit devoir fabriquer des prototypes de créateurs de richesses de la sorte pour qu'on ait ce qu'on appelle chez nous la préférence nationale. Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'économie camerounaise, on ne peut pas dire qu'il était aussi un grand industriel en tant que tel. Dans un pays où l'industrie est quasiment un peu embryonnaire, voilà, où on ne crée pas, on ne fabrique pas véritablement assez, comme dit souvent l'économiste Dieudonné Nsomba, où on importe le CUDA. Où vous regardez quand même le secteur industriel, où vous regardez l'économie, vous regardez le Cameroun, vous voyez que c'est plus la poubelle qu'on transporte d'ailleurs que la douane laisse entrer. La brocante, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas véritablement créer localement. Donc le départ de ceux-là qui ont créé des entreprises qui hier pouvaient être des points de départ d'une économie et qui sont, toutes ces entreprises-là sont mortes aujourd'hui. Le gouvernement doit pouvoir penser. Et il me semble, comme Philippe a signé tout à l'heure, le document de stratégie et la croissance pour l'emploi, qui est une boussole, parce qu'on dit que c'est avec ça que le Cameroun doit être émergent en 2035. Il y a un pan essentiellement consacré à l'industrialisation du Cameroun. Voilà. Je crois que je veux rajouter quelque chose, parce que ce qui est intéressant, on pourrait dire que c'est une empire qui s'effondre. Parce que vous voyez, avec sa mort, il n'y a plus rien. À la limite, vous avez toutes les industries, d'abord au moins une dizaine d'entreprises à Douala. Je ne connais plus vraiment une seule qui fonctionne réellement. Et si je prends le cas d'une société, vous permettrez, comme Unalor, après les brasseries du Cameroun, c'est la première industrie au Cameroun, créée en 1967. Dans d'autres pays, on fait tout pour soutenir ce type d'entreprise. Surtout que c'est la seule entreprise allumettière en Afrique centrale. Donc, dans d'autres pays, on fait tout pour soutenir une telle entreprise. Mais on ne la soutient pas. Et pour votre information aussi, ceux qui nous regardent, cette entreprise, alors, avec son promoteur, c'est elle qui a construit à Douala le premier grand immeuble à Douala, je crois de 12 ou 13 niveaux à Bonanjo. Le tout premier grand immeuble a été construit par force avec l'argent de cette entreprise, cet immeuble a été racheté plus tard par Edjo, qui estimait qu'un privé ne pouvait pas être le premier. Avoir plus d'immeubles voilà. Exactement. Donc, mais c'était le premier. Et cette entreprise est en train de mourir. Ailleurs, on aurait, parce que les Chinois envoient maintenant les allumettes ici, à tout vent et machin. Et donc, il n'y a aucun soutien qu'on apporte à cette entreprise qui risque de mourir dans les jours à venir avec la mort de ce patriarche. Je pense que ce qu'il dit intéressant, voilà, on a eu des hommes qui n'étaient pas allés à l'école, il faut le dire, mais qui avaient de l'inspiration et qui ont de la créativité. Et ils ont mis en place une base qui devait être développée, mais qui est en train de se fondre et disparaître. Je crois que c'est un problème qui doit nous interpeller tous. Amadou Oumara, dites-nous un peu, est-ce que véritablement la situation de son fils, la question que j'ai posée à Amand Rodolphe tout à l'heure, Diallo, est-ce que la situation de son fils, quelque part, ne l'a pas fragilisé, lui qui pensait au moment quand même qu'étant l'ami du président de la République, il ne pouvait pas voir son fils croupir en prison et être dans un état de santé aussi pas bien? Monsieur Onambele, c'est vrai que mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de la gestion des sociétés de monsieur le patriarche Forso Victor. C'est une société familiale. Et nous savons tous, généralement en Afrique et au Cameroun, comment les sociétés familiales fonctionnent. Comme je viens de dire, sur le plan social, M. Forso Victor
a employé des milliers de Camerounais dans ces sociétés. Bon, c'est comme des sociétés familiales, nous ne savons pas quelles sont les raisons pour lesquelles ces sociétés ont fermé les portes. On ne le sait pas. D'où il a parlé par rapport à M. Yves Fotso. Et je pense que c'est un problème avec la justice camerounaise. Ça n'a aucun lien avec la relation entre le président Paul Biya avec son ami M. Fotso Victor. La justice a fait son travail et avant même que son enfant aille en prison, nous savons tous avec le poids de l'âge, les patriarches et Fotso, l'état de santé était un peu précaire. Je ne pensais pas ici, on peut dire, parce que son fils était en prison, ça a un impact sur son état de santé. Et le fils lui-même est hospitalisé du côté du Maroc, comme mon prédécesseur vient de dire. Et maintenant, ce que nous disons ici, c'est que son âme repose en paix. Parce que lui, il a fait son temps. Il a vécu 94 ans, c'est pas donné à n'importe qui. Il a servi la nation. Il a œuvré pour la nation. Il a contribué au développement de la nation. Pour revenir et encore de débattre de sa gestion, de sa société familiale, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché là, nous n'avons pas ce droit. Ce que nous souhaitons, que sa famille, les héritiers de Fotso, pensent comment relancer leurs activités économiques. Nous ne pouvons pas déterminer ici sur ce plateau les raisons pour lesquelles les sociétés, certaines sociétés Fotso ont fermé les portes. Maintenant, il n'est plus. Ce que nous souhaitons, les héritiers pensent relever ces défis pour continuer l'œuvre de leur père. C'est ce que nous souhaitons. Il faut quand même dire, ce ne sont pas des entreprises familiales, hein. Les sociétés de Fotso ne sont pas des sociétés. Il y a des actionnaires qui sont dedans, mais nous savons tous. Ce n'était pas des sociétés familiales. Il faut l'enlever de l'esprit parce que c'est une confusion qu'on va créer dans l'opinion. Je crois que le média doit aussi éduquer les gens. Entreprise familiale, ça existe au Cameroun, mais aucune entreprise de M. Fotso Victor que je connaisse n'a jamais été une entreprise familiale. Ça a toujours été des actionnaires ouverts. Mais bien sûr, il a combien des actions dans ces entreprises? Non. Et puis, c'est en fonction du nombre des actions. Non, non, ce n'est pas en fonction du nombre d'actions. Nous savons tous, si on dit il y a des entreprises familiales qui ont ouvert les actions à des expatriés. Non, non, non. Et aussi même à des Camerounais. Non, non, non. D'où c'est pas la raison. Et maintenant, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui a échoué, alors même les actionnaires de l'étranger, même ces actionnaires. Mais vous faites les débats sur ces entreprises. Il faut pas. Et vous mettez ça sur le dos de l'État. Non, non, non. Voilà, justement. Nous sommes. Je ne peux pas cautionner ça, monsieur. Est-ce que vous permettez que je clarifie? Parlez. Je l'ai dit ici, j'aime même souligner ici que c'était un monsieur suffisamment intelligent qui a réussi quand même à monter à un niveau très élevé sur le plan de l'économie et sur le plan de la gestion des entreprises. Mais monsieur, sachez que dans tous les pays du monde entier, même si vous créez votre entreprise familiale, comme vous dites, l'État a l'obligation de suivre cette entreprise familiale. Mais l'État... Et laissez-moi vous expliquer. Oui, expliquez-nous. Maintenant, vous ne pouvez pas décider, comme c'est une entreprise familiale, de l'ouvrir ou de la fermer. Vous donne les raisons pour lesquelles les sociétés sont fermées. Bon, je vous l'ai expliqué, vous ne voulez pas prendre en compte. Les raisons pour lesquelles les entreprises sont fermées. Dès lors que vous produisez des services publics qui peut être intéressant pour la nation, le pays a le droit. C'est pour ça qu'on subventionne certaines entreprises, même familiales, parce que le bien qui est produit est nécessaire pour la société. Donc, il a employé les Camerounais. Je souhaite véritablement qu'on continue par d'autres sujets. Hein, on peut sauf que dire que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Surtout courage à toute la famille. Peut-être qu'après les obsèques, on va organiser un débat pour voir de manière efficiente et effective comment est-ce qu'aujourd'hui on peut gérer les différents héritages qui sont au Cameroun. Parce qu'effectivement, on peut citer plus